6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez d'adaptation au changement climatique. Vous le savez, la réponse au changement climatique marche sur deux jambes. D'une part, l'atténuation, c'est-à-dire la limitation des émissions de gaz à effet de serre et donc de la hausse des températures. D'autre part, l'adaptation. Il s'agit de prendre acte de l'inéluctabilité du changement qui a déjà commencé et de s'y acclimater. Bonjour Marine Brault. Bonjour Marguerite Caton. Vous venez de publier pour le groupe de réflexion Terra Nova un rapport sur la politique d'adaptation au changement climatique de la France à la lumière des expériences étrangères. Vous y proposez une véritable méthode en identifiant les grandes étapes pour mener à bien l'adaptation. Commençons par la première, la définition d'une trajectoire climatique de référence. 4 degrés de plus d'ici la fin du siècle, dit Christophe Béchu. D'où vient ce chiffre? C'est le scénario le plus vraisemblable? Alors, peut-être pour commencer, l'adaptation, si on repart, c'est... Les climatologues disent beaucoup, il faut d'abord éviter l'ingérable, puis gérer l'inévitable. Éviter l'ingérable, c'est, vous l'avez dit, diminuer au maximum nos émissions de gaz à effet de serre pour avoir le moins de réchauffement possible. Et ensuite, gérer l'inévitable, c'est quoi qu'on fasse, la planète est en train de se réchauffer. On est déjà à plus 1,5 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, il faut gérer ce changement climatique inéluctable. Pour ça, les scientifiques font plusieurs scénarios en fonction de à quel point est-ce que les pays s'emparent de la question, mettent véritablement en œuvre des politiques qui vont limiter les émissions, ou au contraire, à quel point est-ce qu'on laisse totalement exploser le changement climatique. Le plus 4 degrés en France, il équivaut peu ou prou à un plus 2,8, plus 3 degrés au niveau mondial. Pourquoi ? Parce que les continents se réchauffent plus vite que les océans, donc la moyenne mondiale est plus basse. Donc le scénario sur lequel la France est en train de se positionner, c'est celui-ci. Vous me demandez si c'est un scénario optimiste, pessimiste. En fait, c'est un scénario assez réaliste. C'est la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui. Si tous les pays font ce qu'ils sont engagés à faire d'ici 2030, mais qu'il ne se passe rien d'autre, et qu'on continue bien à mettre en œuvre ces politiques. Donc, c'est-à-dire, non seulement ça ne s'améliore pas, on n'en fait pas plus, il n'y a pas de rupture technologique, mais il n'y a pas de recul non plus. Est-ce que nos voisins européens ont fait le même choix ? Alors, ce qui est intéressant dans le parangonnage, donc dans le benchmark des autres politiques, c'est qu'en fait, les pays ont globalement surtout choisi de pas choisir de trajectoire de réchauffement. Je pense probablement parce qu'on est encore à un niveau assez frais de l'adaptation au changement climatique. On commence à sentir les effets. L'Allemagne, la Belgique ont été très choqués par les inondations qu'ils ont eues il y a quelques années. Nous, il y a eu la canicule de 2003. Il y a eu encore une canicule et une sécheresse très forte en 2022 qui marquent les esprits et qui commencent à faire avancer le sujet. Si on regarde, en fait, il n'y a que le Royaume-Uni qui annonce une trajectoire de réchauffement. Eux annoncent s'adapter à plus de degrés, mais un plus de degrés au niveau mondial, donc qui est un peu plus élevé que juste 2 degrés au niveau du Royaume-Uni. Et après, la plupart des pays ont des scénarios climatiques, s'appuient sur des scénarios faits par les météorologues, mais ces scénarios, ils les utilisent pas comme un discours politique, comme le fait aujourd'hui Christophe Béchu en France. Vous qui avez été conseillère écologie à l'Élysée à Matignon auprès d'Elisabeth Borne, quelle interprétation politique vous faites de ce choix de Christophe Béchu ? Alors, l'interprétation de ce choix, déjà, c'est donner une vision. L'intérêt de l'adaptation, c'est que tout le monde va devoir s'adapter. Vous, moi, mais aussi les collectivités et l'État. Et pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse, c'est très utile d'avoir une vision à long terme et de se dire, voilà, globalement, c'est ça, a priori, le scénario le plus probable et celui sur lequel il faut s'adapter. Donc c'est ça la position qu'a posée Christophe Béchu avec la France à plus 4 degrés. Une position qui d'ailleurs avait été très très saluée par les militants écologistes au moment où Christophe Béchu était sorti sur ce chiffre. Après, c'est aussi une vision qui dit qu'il n'y aura pas de recul. Et qu'on a plutôt foi dans le fait qu'on fasse déjà ce qu'on s'est engagé à faire. Je pense que quand on regarde les élections, ce qui se passe au niveau des élections américaines, même ce qui se passe au niveau des élections européennes, on peut quand même avoir une forme de crainte sur la poursuite des politiques climatiques. Et donc, c'est presque optimiste. C'est presque optimiste, j'espère pas. Mais en tout cas, il y a des scénarios plus pessimistes et il y a probablement des infrastructures ou des services qui sont suffisamment essentiel pour qu'on se dise il faut se préparer au scénario du pire et ce scénario du pire, il faut aussi l'évaluer. Vous le dites, l'objectif après c'est de préparer les infrastructures et certains services essentiels. C'est ça la seconde étape, la déclinaison ensuite à l'échelle territoriale de cette trajectoire et l'identification des risques concrets. Et tout à fait. Si on est sérieux
sur la façon de s'adapter. Donc on peut faire plein de petites mesures, mais si on est véritablement sérieux et qu'on se dit on veut véritablement se préparer à une France à plus 4 degrés, ça veut dire qu'il faut derrière décliner cette France à plus 4 degrés, territoire par territoire. Ça, c'est Météo France. C'est Météo France qui décline les aléas climatiques. Donc Météo France va dire sur telle surface, et c'est des petits carrés de quelques kilomètres de côté, sur cette surface-là, il va y avoir tant de jours de précipitations extrêmes en plus, tant de vagues de chaleur en plus, tant de risques de sécheresse. Météo France va donner ces grandes aléas climatiques. Mais un aléa climatique, ça vous dit rien du risque pour les populations et les infrastructures. Parce qu'à partir du moment où on a cette carte des aléas climatiques, il faut aussi voir comment sont installées les populations, où sont les infrastructures, et c'est là qu'on commence à déterminer quel est le risque qu'on a derrière. Une canicule qui arrive en plein milieu d'une zone extrêmement rurale, avec beaucoup de végétation qui va absorber un peu le surplus et dégager de la fraîcheur, aura moins d'impact qu'une canicule en plein cœur de Paris avec le phénomène des îlots de chaleur. Et donc cette bascule de l'aléa au risque, est-ce qu'on l'a faite? Est-ce qu'on est en train de le faire? C'est là où tous les pays sont encore un petit peu timides sur la véritable caractérisation du risque. C'est-à-dire que tous les pays vont avoir des politiques en faveur de l'agriculture, des bâtiments, des grands secteurs, mais en fait très peu vont véritablement faire un stress test un peu global de comment réagissent nos infrastructures, lesquelles on considère les plus essentielles, parce que typiquement, je ne sais pas si on se parle des hôpitaux. Un hôpital, pendant une vague de chaleur, potentiellement peut ne plus fonctionner parce que les chambres sont trop chaudes pour avoir des malades. Si on se dit cette vague de chaleur à horizon à plus 4 degrés, elles arrivent tous les 2-3 ans. Est-ce qu'on se dit qu'on peut se passer de cet hôpital pendant, 5-10 jours dans l'année, tous les 2-3 ans? Probablement pas. Par contre, dans le scénario du pire, si on se dit, en fait, ça arrive tous les ans, est-ce qu'on peut se passer de notre hôpital tous les ans? Encore moins. Donc, est-ce qu'il ne faut pas protéger notre hôpital à un plus haut niveau de risque? Et donc, tout ce niveau cartographique est encore aujourd'hui très peu fait, que ce soit en France ou dans le monde. Alors, une dernière question, Marine Braud. Qu'est-ce qu'on trouve dans les 2 plans nationaux d'adaptation au changement climatique et dans le 3e en cours d'élaboration, si on ne trouve pas ces stress tests pour les infrastructures et les activités? Alors, il y a beaucoup de mesures qui vont dans le bon sens. Je pense que jusqu'à présent, on a beaucoup pris l'adaptation comme une politique où, déjà, si on fait ça, c'est pas mal. Mais déjà, si on fait ça, c'est pas mal. On ne sait pas si on est au bon niveau par rapport au réchauffement qu'on anticipe, surtout maintenant avec la véritable vision d'une trajectoire de réchauffement. Je vais vous prendre un seul exemple, ce qu'il y avait dans le précédent PNAC, Plan national d'adaptation au changement climatique. Il y avait l'évolution de toutes les normes et référentiels techniques pour se dire que toutes les habitations, par exemple, qu'on va construire, toutes les routes qu'on va construire, sont adaptées et vont pouvoir durer dans la durée, vont pouvoir résister au changement climatique qui va arriver. Et ben en fait, ce référencement de toutes les normes et de celles qu'il fallait adapter, il n'a pas encore eu lieu. Donc typiquement, ça fait partie des choses qui devront être dans le prochain et mises en œuvre. Merci beaucoup Marine Braud. On mesure donc l'ampleur du chantier. On retrouve le lien vers votre rapport sur la page de l'émission. Merci.